C'est aussi déjà notre dernier rendez-vous pour ce tour d'horizon de certains médias qu'on dit alternatifs, n'est-ce pas, Catherine? C'est l'expression qu'on a choisie. Voilà. On a présenté les visions donc de plusieurs médias. On est passé par le Moyen-Orient avec Al Jazeera, la Russie avec Russia Today, la Chine avec CCTV, bien d'autres. Et pour cette dernière édition, on a pensé déposer nos valises et revenir à la maison, pourquoi pas. Et c'est tout à fait de circonstance. On se penche aujourd'hui sur le groupe médiatique canadien de Rebel. Pas plus tard que la fin de semaine dernière, The Rebel s'est fait remarquer pour sa couverture des événements à Charlottesville. Et un des candidats à la chefferie du Parti conservateur albertain, Doug Schweitzer, s'est exprimé sur Twitter et sur les ondes de la CBC pour la condamner, pour inviter d'autres conservateurs à faire de même. Doug Schweitzer, hello. Hello, thanks for having me on. What did you mean when you tweeted, just watch the Rebel TV feed from Charlottesville? Absolutely wrong. Jason Kenney, Brian Jean, you can't give them a pass. Well, you know what? This is just one of those situations where when the Rebel media first came out, it was a bit of a fresh voice, on issues. But over the last while, it's slowly evolved into a platform that advocates or allows for the advocation of, white supremacy, hate, neo-Nazis. And that simply isn't good enough. We're seeing this in, that alt-right movement in the United States, and we simply can't let that come to Canada. Donc, une odeur de soufre, apparemment, au départ. C'était une voix fraîche et nouvelle qui ajoutait au débat, mais ça semble ne plus être le cas, même, enfin, pas même, pour certains conservateurs albertains dans ce cas-ci. C'est la collaboratrice de The Rebel, Faith Goldy, qui rapportait les images de Charlottesville avec des propos à caractère raciste. Ezra Levant, le fondateur de Rebel, a publié une note de service pour que soit faite la distinction d'ailleurs entre son média et les groupes suprémacistes qui ont été vus à Charlottesville. Mais Schweitzer maintient sa volonté de couper tous les ponts entre le Parti conservateur uni de l'Alberta et de Rebel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il bouscule beaucoup ce média qui est en ligne. C'est pas un journal conventionnel, apparu dans le paysage canadien il y a moins de 2 ans? Écoutez, c'est une croissance effectivement phénoménale. Oui, il y a à peu près 2 ans. Parce qu'en 2 ans, là, on est passé d'une production vidéo maison, parce qu'il y a évidemment cette chaîne YouTube. On était dans le salon de son fondateur, Ezra Levant, à Toronto. Et là, on est rendu avec une équipe de près de 30 employés et collaborateurs, près de 900 000 abonnés sur YouTube. Alors, effectivement, on peut parler d'une croissance quand même assez exceptionnelle. Évidemment, la question qu'on se pose, Stéphane, c'est comment The Rebel a pu imposer sa voix aussi rapidement. Alors, revoyons un peu le contexte qu'il a vu naître, parce que ça va nous indiquer beaucoup de choses pour la suite. En fait, Ezra Levant a fondé The Rebel dans la foulée de la chute, vous vous en souviendrez peut-être, de Sun News de Québécois. En fait, 4 jours avant la fin, pour être plus précise. Et le site TheRebel.media a donc été créé en février 2015. Quelques jours plus tard, le compte YouTube était également créé. C'était pas le premier média que Levant lançait. Il avait déjà produit Western Standard au milieu des années 2000. Si ça vous dit pas grand-chose, Stéphane, c'est parce que c'était un magazine conservateur de l'Ouest. Donc, il a cessé ses activités en 2007. Là aussi, pas... C'était plus discret aussi. C'était plus discret, effectivement. À peine 3 ans de production. Et si je vous dis Western, c'est effectivement parce qu'on était en Alberta, à Calgary, là où était basée l'équipe. Et c'est de là, d'ailleurs, que Levant est originaire. Donc, quand cette expérience-là, cette aventure médiatique-là cesse, il déménage, il quitte sa ville d'origine pour Toronto en 2010 pour se joindre à cette équipe de Sun News. Mais courte expérience médiatique, là aussi, parce que ça va durer à peu près 3 ans. Toujours est-il que c'est là que Levant va vraiment se mettre à attirer l'attention, à se mettre de l'avant, parce que son émission quotidienne, Stéphane, vraiment va devenir très populaire. En fait, ça va être la plus populaire du réseau Sun News. Et c'est vite distingué. Absolument. Et en sachant d'où il vient, en sachant cela, on comprend mieux où il veut aller. Parce que The Rebel, effectivement, s'inscrit dans cette même lignée que Sun News. Mais évidemment, sans toutes les embûches administratives et régulatrices de la télévision, parce qu'on est en ligne. Alors, c'est intéressant quand même. Bon, on doit aussi dire que le contexte politique général a pas du tout nui à l'envolée fulgurante du média. Oui, non, vous avez raison. Parce que, faut le dire, 3 mois seulement après la création du site, un
cadeau du ciel est arrivé, Stéphane. Les Albertains élisaient un premier gouvernement néo-démocrate. Et un adversaire, c'est ce qui donne des ailes. Écoutez, le décor était posé et la victime de choix, c'était malheureusement Rachel Notley, la nouvelle première ministre. Alors, Ezra Levant... Ben, vous direz pas malheureusement, il dirait heureusement. Oui, mais malheureusement pour elle, parce que franchement, elle a trouvé... Elle y a goûté, hein? Oui, absolument. Écoutez, Ezra Levant s'est mis à organiser des rencontres d'urgence, Stéphane. Partout en Alberta, il fallait absolument mettre les Albertains en garde contre les politiques de gauche de Notley. Il voulait évidemment combattre Notley, pas par la politique, par la voie médiatique. Il va même nommer un chef de bureau en Alberta pour évidemment suivre l'action de plus près. Elle s'appelle Sheila Gunn Reid. Elle avait très peu de poids médiatique à l'époque et je vous assure qu'elle en a beaucoup plus aujourd'hui. On compte 53 000 abonnés au compteur de son compte Twitter. C'est vraiment quelqu'un qui a de la résonance. Absolument, quand elle parle en ligne. Et donc, parmi les événements qui ont donné beaucoup de visibilité à The Rebel, c'est un peu ironique, c'est quand on leur interdit un peu le passage. Quand le NPD a décidé au début de 2016 de les exclure de leur conférence de presse parce qu'on refusait de leur reconnaître carrément le statut de média, eh bien, évidemment que Levant a mal réagi, que menacé de poursuivre, etc. Mais il n'a pas été le seul à dénoncer la situation. La tribune de la presse albertaine a aussi soutenu The Rebel et la décision, évidemment, a été renversée, mais ça a été tout un coup de pub pour The Rebel, bien sûr, parce que là, ça venait justement légitimer un peu cette aventure médiatique-là. Oui. Et rebelote, je pense, parce qu'ils ont refait le coup avec la COP 21. Absolument, la COP 22. 22, en fait. Oui, au Maroc. En fait, quand il y a des médias cette fois-là, et même le gouvernement Trudeau qui ont intercédé en la faveur de The Rebel pour qu'ils puissent, encore une fois, participer à la couverture de la conférence sur le climat. Donc, il y a une espèce de défense de la liberté de presse là, qui s'est érigée vraiment pour venir au secours de The Rebel. C'est louable, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent justement, Stéphane, si The Rebel est un média parce que on peut pas dire que toutes ces méthodes sont tout à fait orthodoxes dans le milieu du journalisme, en tout cas. Là. On peut peut-être parler d'un journalisme de combat. En tout cas, c'est clair qu'ils affichent sans complexe leurs idées, leurs idées politiques, et ne se revendiquent pas d'une couverture équilibrée en tout non plus. Non, absolument pas. Ici, et Levant le dit haut et fort, on mise sur les Canadiens qui ne pensent pas comme la majorité, ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, ceux qui n'ont pas envie d'accueillir des réfugiés, ceux qui apprécient, par exemple, l'approche de Donald Trump. Donc, bien sûr que c'est une approche quand même assez radicale. Elle plaît à certains conservateurs, mais pas à tous. Là. Ce sont les purs et durs qui suivent The Rebel dans cette lignée-là. D'ailleurs, quand on va vérifier sur certains sites de vérification des faits en ligne, on place The Rebel pas très très loin de l'extrême droite là sur l'échiquier, parce qu'on dit que c'est une couverture qui n'est pas toujours fiable, justement parce qu'elle n'est pas toujours équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve en ligne sur ce site The Rebel, Stéphane? Ben, justement, c'est un mélange de nouvelles, d'opinions, d'activisme aussi, vous l'avez dit, qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, et c'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est clairement indiqué comme ça sur leur site, c'est comme ça qu'ils il n'y a pas de fausse représentation. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut donner l'impression que c'est plus un groupe d'action politique qu'un média. Alors, on en a parlé un petit peu tantôt, on pourrait revenir sur d'autres exemples, par exemple celui de Kathleen Wynne. Elle aussi, elle a goûté à la médecine de The Rebel avec le site firewin.ca. Ben ça, Stéphane, c'est un site qui a été mis sur pied par l'équipe de The Rebel pour ni plus ni moins demander la démission de la première ministre ontarienne. Et là, et c'était pas rien qu'un site, là. On vendait aussi on donnait des petites affichettes pour la pelouse, vous savez, les petites affichettes qu'on voit souvent aux États-Unis là pour les campagnes électorales. Alors on pouvait aller chercher sa petite affichette pour demander cette démission. On a toute une campagne de publicité qui a été également mise sur pied. Bref, c'était pas un tout petit coup d'éclat. Et si on en parle d'un autre coup d'éclat, parce qu'il y en a plusieurs quand on parle de The Rebel, il y en a un qui a marqué la courte histoire du média. En juin dernier, Stéphane, une des collaboratrices de The Rebel s'appelle Laura Loomer et elle s'est fait remarquer parce qu'elle a perturbé la représentation d'une pièce de Shakespeare, Jules César, qui était présentée dans Central Park. Ce qu'elle invoquait, c'est que le personnage principal qui était présenté sous des traits de Trump, ben, finissait, on le sait, assassiné dans la pièce, effectivement. Alors, pendant
la scène d'assassinat, elle va faire irruption sur scène, Stéphane, en criant de cesser de banaliser la violence contre la droite et Donald Trump. Et le tout était diffusé en direct sur son compte Twitter. Liberty, freedom. Stop the normalization of political violence against the right. This is unacceptable. You cannot. All right. Ladies and gentlemen, we're going to pause. We're going to pause. Security. This is violence. Security, please. Ça, c'est non seulement couvrir la nouvelle, mais la provoquer, l'engendrer, la créer. Exactement. Bon, ça n'a pas été très bien reçu, cette intervention-là, comme vous avez pu l'entendre. Elle sera plus tard arrêtée par la police, mais ça va permettre à Ezra Levant de démarrer un site de levée de fonds. Free. Pour lui venir en aide. Pour lui venir en aide, pour payer les éventuels frais d'avocat. freelaura.com. Et c'est intéressant, Stéphane, parce que si on va sur le site du Balado Canada Land, on nous indique que le nom de domaine avait été acheté environ 6 heures avant le début de la pièce. Toute l'opération avait donc été ourdie. Écoutez, c'est manifeste parce que une fois que tout ça est lancé, après ça, les autres médias de droite embarquent dans l'histoire. InfoWars, The Drudge Report, Sean Hannity sur Fox vont la reprendre, vont faire de cette histoire-là l'une des plus relayées sur Twitter avec le mot-clic Free Laura. Et c'est là qu'on voit de quelle manière The Rebel arrive à se donner en spectacle. Vous l'avez dit, c'est finement orchestré. C'est loin d'être le seul coup d'éclat à son actif pour The Rebel, ni pour Loomer d'ailleurs. Mais c'est parce que ça nous fait penser que ça fait partie de la mission de The Rebel. Ça nous l'indique aussi clairement sur le site. Nous ne faisons pas que rapporter les nouvelles. Vous l'avez clairement énoncé, Stéphane. Nous y participons aussi. Et ça marche. La preuve, c'est qu'on en parle. C'est un spectacle, d'une certaine façon. Est-ce que c'est rentable que de jouer les choses ainsi? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires? Ben, si c'est un modèle d'affaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que The Rebel clame son indépendance financière haut et fort. Ici, il n'y a pas d'investisseurs, pas de mécènes, pas de subventions politiques publiques plutôt. Les revenus de The Rebel sont issus d'abord du sociofinancement. Au bas de chaque article, on fait des appels aux dons. Il y a également un site payant, donc vous avez accès au site gratuitement. Mais si vous voulez payer $8 par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif. Vous pouvez être invité à aller perturber un spectacle avec eux, peut-être, qui sait? Par exemple, il y a YouTube aussi, bien sûr. On a parlé de YouTube tout à l'heure. Écoutez, 258 millions de vues. Oh! En un peu plus de 2 ans. C'est quand même pas rien. Donc, les revenus publicitaires engrangés sur la plateforme sont substantiels. Et puis aussi, il y a la publicité sur le site lui-même. Mais là, je mettrai un bémol parce qu'il y a un groupe en particulier qui entend bien mettre des bâtons dans les roues du média The Rebel. Il s'appelle Sleeping Giants. C'est un groupe qui s'est d'abord fait connaître sur les réseaux sociaux en encourageant les annonceurs à quitter Breitbart. Donc, un média dont on a parlé il y a quelques semaines, un média américain, évidemment, qui est également lui aussi assez controversé. Alors, depuis quelques mois, Sleeping Giants s'est intéressé au cas de The Rebel depuis le début de l'été, en fait. Et pour petite parenthèse que je veux faire, c'est que il faut expliquer un peu de quelle manière ça fonctionne. C'est qu'à cause de l'automatisation des régies publicitaires, les entreprises ne sont pas toujours au courant. Ils sont aveugles à ce qui se passe avec leur image. Voilà, on ne sait pas toujours là où atterrissent les publicités finalement. Alors, ce que veut faire Sleeping Giants, c'est les informer de la situation. Voilà, votre publicité se retrouve sur ce site-là et évidemment, éventuellement, faire retirer ces publicités-là pour étouffer financièrement les sites qui en dépendent. Ben, nos bêtes de pub nous en avaient parlé, je pense, il y a 2 semaines, et ça semble efficace. En fait, selon les points de vue, j'imagine que les gens de Breitbart n'aiment pas ça, mais ça semble efficace et que les annonceurs sont de plus en plus sensibles, pas particulièrement à Breitbart, et à l'image. Et à l'idée d'être associés à des causes ou d'autres, plutôt. Bien sûr, ça porte fruit au Canada aussi avec The Rebel. Il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de retirer leur publicité. Porter, Rona, Labbé, Tourisme Ottawa, General Motors et plusieurs autres. Souvent, ce sont des entreprises, effectivement, qui ne savaient pas que leur publicité était associée à The Rebel. Donc, c'est un peu le même cas de figure que Breitbart. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois que je vais mettre The Rebel et Breitbart dans la même phrase, parce qu'effectivement, là, on est face à une situation où le contenu
Et les méthodes aussi, jusqu'à un certain point, là, s'apparentent beaucoup sur l'un et l'autre des sites. Là. Est-ce qu'on pourrait dire que dans notre écosystème, The Rebel joue un peu le rôle que Breitbart joue aux États-Unis? Ah, je pense que Ezra Levant serait très heureux d'entendre ça. En fait, c'est ce qui le vise. Je pense qu'on peut le dire assez clairement. On reprend une rhétorique qui est très familière. Et pour expliquer le succès rapide de The Rebel, c'est que Ezra Levant a l'impression d'occuper, de combler une case médiatique au Canada, en tout cas, qui a été laissée vide par le départ de Sun News, on en a parlé tout à l'heure, et aussi parce qu'il appelle le manque de mordant du National Post. Donc, bref, il y avait une place à prendre là, et c'est ce que The Rebel tente de combler. Il trouve aussi que, bon, évidemment, comme Breitbart le dit aux États-Unis, que les autres médias ne traitent pas les consommateurs conservateurs de nouvelles avec respect, avec assiduité. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici au Canada avec The Rebel. On applique cette recette, ma foi, plutôt efficace de Breitbart, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt l'immigration. Vous allez réentendre souvent les mêmes thèmes, là. L'immigration, la rectitude politique, le président Trump, qu'on encense plus souvent qu'autrement. Et vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de The Rebel. Je ne sais pas si vous manque des casquettes de ce temps-ci, Stéphane, mais vous pourriez vous en procurer une nouvelle. Parce que il y en a une, en tout cas, avec le slogan « Make Canada Great Again ». Vous remarquez évidemment qu'on n'est pas très loin. C'est assez adjacent au slogan de Monsieur Trump. Adjacent, oui, comme vous dites. Donc bref, on est vraiment dans une même pensée. On a aussi un dédain, bien sûr, pour les médias qui ne sont pas de droite. On défend des positions, je l'ai dit, sur l'immigration, mais aussi sur... en tout cas, on défend à peu près les mêmes positions que Breitbart pour le climat, l'énergie, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous voulez aller un peu plus loin sur les positions d'Ezra Levant, il y a un livre qui compare le rapport de Trump à Trudeau à celui de Godzilla contre Bambi. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, un extrait du livre est disponible sur le site de Breitbart. Donc, voyez, tout est dans tout, Stéphane. Et c'est une critique des médias, évidemment, qui va très, très loin. Levant, d'ailleurs, n'hésite pas à utiliser le terme Lügenpresse, qui est évidemment très, très chargé. Oui. La presse qui ment, là, en allemand, un mot très chargé parce que c'est associé à l'Allemagne nazie. C'était utilisé pour critiquer toute la presse non nazie. D'ailleurs, on l'a entendu aussi dans un rallye de Trump. Donc, bien sûr, c'est une vision des choses qui peut vraiment parfois heurter. En tout cas, ça passe pas toujours comme une lettre à la poste. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est tellement le moins qu'on puisse dire que monsieur et le site ont eu à faire face à la justice. Oui, au moins à 2 reprises. Il y a eu un procès en 2010, un autre en 2014. D'ailleurs, les deux ont été perdus. Je le mentionne parce que le juge, dans les 2 cas, a indiqué qu'Ezra Levant affichait un désintérêt manifeste pour la vérité. C'est comme ça qu'on retrouvait ces mots-là dans le jugement. Dans le cas de 2014, du procès de 2014, Levant a essayé d'amener la cause devant la Cour suprême, mais au début de l'été, la Cour suprême a statué qu'elle allait refuser d'entendre le cas. Alors, on peut penser que c'est peut-être pas le dernier procès. Je veux pas présumer de rien, là, mais c'est la marque de commerce de Levant. C'est la marque de commerce de The Rebel. C'est du carburant d'une certaine manière. Bien sûr, on utilise des mots crus, des mots très durs. D'ailleurs, je lisais une entrevue très révélatrice du personnage qui disait qu'il avait été choqué, Levant, de l'attitude de Trump face à la journaliste Megyn Kelly. Mais en même temps, ça lui a appris quelque chose. Il s'est dit, dans cette course électorale, l'adversaire, c'est pas tant Mme Clinton que les médias qui s'attendent, qui espèrent que Trump tempère ses déclarations, qu'il finisse par s'excuser. Et puis, Levant, finalement, a réalisé que pour vaincre les médias, il ne faut jamais faire d'excuses. Un peu comme Trump également ces jours-ci. Jours, oui. Et voilà, on ne recule pas. C'est parce que c'est là qu'on se fait dévorer, dit-il. Il faut être brutal, sans foi ni loi. C'est là qu'on attire l'attention, bien sûr, et qu'on gagne au jeu des médias. Et malheureusement, Stéphane, il faut un peu lui donner raison. Parce que c'est gagnant pour des sites comme The Rebel, mais c'est gagnant aussi pour les autres médias qui choisissent de donner du temps d'antenne au coup d'éclat des médias comme The Rebel. Pas plus tard
savoir que le 5 juillet dernier, ici, en fait, à CBC, donc le média sœur là, de Radio-Canada, on a invité Gavin McInnes de The Rebel à l'émission Power and Politics. C'est animé par Hannah Thibodeau. Alors, jusque-là, tout va bien. Gavin McInnes, c'est le cofondateur du groupe Vice, Vice Media. Mais vous le savez peut-être pas, c'est également l'une des vedettes de The Rebel et un antisémite notoire. On l'invitait pour l'entendre parler du groupe qu'il a fondé qui s'appelle The Proud Boys. C'est un regroupement d'extrême droite qui d'ailleurs s'est fait remarquer là au début de l'été dans une cérémonie autochtone à Halifax. Halifax, ouais. Et donc l'idée de CBC, c'était de l'entendre là-dessus. On voulait qu'il explique les origines de ce mouvement-là. Eh ben, il en a profité non seulement pour rajouter une couche de discours haineux à l'endroit des autochtones, mais de manière tellement vraiment acerbe que le lendemain, Madame Thibodeau a pas eu le choix que de s'excuser d'une part, de ne pas avoir bien indiqué à l'auditoire à qui on avait réellement affaire, mais aussi qu'on aurait probablement dû le confronter un peu plus sur ses idées. We want to begin today's show with an acknowledgement. We made mistakes in our interview yesterday with the co-founder of the group Proud Boys, Gavin McInnes. We wanted to learn more about that group after some of its members interrupted an Indigenous protest on Canada Day in Halifax. But ahead of that conversation, we failed to inform you of some anti-Jewish sentiments Mr. McInnes has expressed in the past. We could have also challenged him more on his controversial views. And although we heard from an academic immediately following the interview to get an opposing perspective on the group, we also could have followed up that interview with an Indigenous voice. Oui, ça fait beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire avoir su, hein? Effectivement. Et pour en rajouter un peu à cette façon de voir les médias profiter de cette manne de la droite, il y a un média de gauche qui s'appelle The Walrus qui a dit à quel point les médias généralistes pouvaient profiter de ce genre de coup d'éclat-là. Parce que quand on veut donner l'impression d'offrir une couverture équilibrée et qu'on veut donner la parole à la droite, ben, on invite souvent des gens d'extrême droite. Évidemment que ce n'est pas la palette complète de la droite qui se trouve à l'extrémité du spectre. Alors, c'est un peu trop facile, nous disent-ils. Mais il est aussi très facile, a posteriori, de dire, bon, on savait pas exactement ce qu'on faisait, parce que je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et voulaient bénéficier de l'effet qui, semble-t-il, a probablement. de l'impact. On peut pas parler de Rebel sans parler du Rebelle, la version francophone. Oui, effectivement. Et le Rebelle qui est incarné en l'animateur de radio Éric Duhem, dont on a entendu parler, peut-être à tort, pas peut-être, mais à tort, dans ce fameux Macron Leaks, là. Donc, ces courriels de la campagne d'Emmanuel Macron qui aurait fait l'objet d'une fuite. Il y a un de ses collègues de The Rebel qui l'avait finalement accusé, oui, voilà, à tort d'avoir traduit des courriels, d'avoir fait partie de l'histoire. Finalement, c'était pas ça du tout. Étrange imbroglio pour The Rebel, mais c'est comme ça quand on est rebelle, hein? On donne dans tous les sens. Il y a des dommages collatéraux. Et ça se peut qu'on en voit d'autres comme ça, et puis Ezra Levant trouverait ça souhaitable même. On se rappellera aussi que dans l'histoire, les rebelles étaient souvent associés aux sécessionnistes du sud des États-Unis. Voilà un sujet qui marque en ce moment l'actualité. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir passé l'été avec nous. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Moi aussi, Stéphane. Un vrai bonheur. On se retrouve demain, ma foi, à 9h07. On termine cette émission avec Jeff Yates qui est en studio avec moi. Vous savez, on a beaucoup parlé du site canadien The Rebel cette semaine. Patrick Lagacé, le chroniqueur de la presse, a qualifié ce site, je cite là, c'est un site qui n'a apparemment jamais rencontré de crackpot assez fou pour ne pas collaborer avec lui. Ça donne le ton. Paul Arcan, l'animateur de radio, parlait du site comme étant un aquarium de cinglés. Alors au 15-18, on voulait en savoir plus là-dessus. C'est Jeff qui a eu la mission d'enquêter. Qu'est-ce que c'est The Rebel? Pour ceux, juste pour commencer, pour ceux qui savent pas pourquoi on parle de ce site-là cette semaine, donc vous savez que quelques jours avant l'élection française, il y a eu une fuite de documents supposément à propos d'Emmanuel Macron, qu'on a nommé Macron Leaks. Oui. Et le correspondant américain de The Rebel est le premier à avoir publicisé cette fuite-là, à rendre ça public. Et là, donc la presse a fait un article sur cette fuite-là.
le correspondant américain de The Rebel, Jack Posobiec, a dit à la presse que c'était le chroniqueur Éric Duhem qui avait traduit ces documents-là en français pour eux. Finalement, il s'est ravisé et M. Duhem a nié l'histoire. Donc, c'est un peu ça la controverse. The Rebel, c'est un site d'information canadien nouveau, assez récent, qui se veut un rebelle. Oui. Un peu une alternative. On l'aura compris. C'est un peu une alternative aux médias d'information qui disent pas toute la vraie histoire selon eux. Leur tagline, c'est un peu We tell the other side of the story. On dit l'autre côté de l'histoire. Ouais. C'était créé en 2015 par Ezra Levant, qui est un chroniqueur quand même très à droite, qui travaillait pour le Sun News Network. Ouais. Ouais. Et c'est quand même assez populaire au Canada anglais et aux États-Unis. Sur Facebook, 98 000 abonnés sur leur page Facebook. Sur YouTube, 727 000 abonnés quand même. Donc, on voit beaucoup de reportages sur ce site-là à propos de l'immigration, sur les manifestations antifascistes, sur des mouvements comme Black Lives Matter. Donc, des choses qui inquiètent beaucoup de gens, là, on va se le dire. Et ils ont aussi quand même été assez sympathiques envers Marine Le Pen. Oui, là, je reviens un peu à l'arrière. Vous avez dit The Rebel, c'est un site d'information, je vous cite. Est-ce que c'est un vrai, mais est-ce qu'on peut le qualifier de vrai média avec une démarche journalistique? Est-ce que c'est fiable? Ben, ils font des vrais reportages, mais ils jouent beaucoup sur le sensationnalisme et parfois exagèrent et omettent certains détails. Je vais vous donner un exemple d'un reportage qui a été fait il y a quelques semaines. Donc, une de leurs journalistes, Faith Goldie, s'est rendue compte qu'au Canada, quand on fait notre permis d'armes à feu, on peut avoir une exemption religieuse pour pas avoir de photos. Et donc, elle est fâchée. Elle vérifie les faits. Donc, elle appelle le gouvernement et la GRC pour être sûre que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, elle laisse sous-entendre que c'est encore une autre preuve de la dérive multiculturaliste sous le gouvernement de Justin Trudeau. Moi, j'ai vérifié et l'exemption en question date au moins de 2014. Et c'était M. Trudeau n'était pas au pouvoir en 2014. C'était le gouvernement conservateur de M. Harper, de Stephen Harper, qui était au pouvoir. Donc, on a omis de dire ce détail-là, qui est quand même un détail important de l'histoire. On a laissé les gens s'enrager avec cette histoire-là. J'ai vu l'histoire reprise dans plusieurs forums sur le web en blâmant le gouvernement Trudeau. Donc, ça aurait été quand même facile de faire cette recherche-là et de le mentionner, justement, parce que c'est un gros morceau de l'histoire quand même. Ouais, donc, c'est pas faux, mais il y a quand même une certaine volonté d'omettre certains détails pour que l'histoire soit plus grosse, en fait. Par contre, il y a cette photo d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel. Ça, c'est faux. Oui, j'ai vu ça. J'ai publié un article sur ça cet après-midi. Donc, c'est une photo qui a beaucoup circulé sur le web. Donc, on voit Emmanuel Macron à genoux devant la chancelière allemande Angela Merkel. La preuve que la France agenouille devant l'Allemagne. C'est un photomontage et The Rebel l'a partagé sur leur page Facebook en disant « Félicitations, la France a une femme présidente. » Donc, c'est un site de Rebel où on voit bien, là, on veut faire réagir, des reportages où on a une conclusion, on donne son opinion. C'est dans ce ton-là. Oui, on veut faire réagir. Je vous donne un exemple. Il y a un de leurs chroniqueurs, Gavin McInnes, qui est le cofondateur de Vice, qui a fait une vidéo en mars et après une visite en Israël, la vidéo s'appelait « 10 choses que je déteste à propos des Juifs ». Donc, un titre qui a créé la polémique, on a crié à l'antisémitisme. Je l'ai écouté, la vidéo en question, et dans le fond, il dit juste des choses qu'il n'aime pas à propos de son voyage en Israël. Il n'aime pas la bouffe, il n'aime pas comment les gens sont impolis en répondant au téléphone. Donc là, c'est le titre qui est provocateur. Donc, c'est un peu la technique de troll, je dirais, comme on crée une polémique, après ça, on se moque des médias qui, justement, ont couvert cette polémique-là, des gens qui s'enragent sur Internet à propos de tout ça. Là. Parlez-moi de ce personnage-là, Jack Posobiec, c'est ça? Oui, il est maintenant, c'est le correspondant américain de The Rebel aux États-Unis. Il y a une accréditation officielle à la Maison-Blanche. Ah bon, OK. Donc, on lui a donné. Oui, et c'est lui qui a sorti, comme on a dit, les Macron Leaks. Il a déjà affirmé que Emmanuel Macron a été brainwashé, entre guillemets, par des drogues. Donc, c'est quelqu'un qui verse dans certaines théories à l'extérieur du... Oui, exactement. Ouais. Et puis, dans sa chronique, Patrick Lagacé disait que Éric Duhem était la filiale québécoise de The Rebel. Est-ce qu'il y a une filiale québécoise? D'après moi, là, ils ont senti qu'il y a un terreau fertile au Québec pour ce genre de contenu-là. Puis je le vois sur le web, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre les médias, etc. Oui. Donc, on croit plus les médias. Et dans le fond, Éric Duhem signe des chroniques pour eux depuis le mois de mars, dont certaines chroniques en français. Et ils ont aussi créé en avril une page YouTube, Le Rebelle Média, une page en français. Donc, ça sera surveillé. Peut-être qu'il y a une possible expansion au Québec. Jeff Yates, merci beaucoup. À bientôt, Jeff.